Salam alaikum, bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va parler des cours de la première unité intitulée La consommation de la matière organique et flux de l'énergie. Et ça selon les documents du cahier d'activité documents Arobasc pour les deuxièmes bacs PC Biof et pour les deuxièmes bacs Biof SVT. On commence par la première partie, la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. On va d'abord commencer par l'activité 1, les réactions chimiques responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. Bon, pour la mise en évidence de la respiration cellulaire et de la fermentation alcoolique, on réalise les expérimentations assistées par l'ordinateur Exao sur les levures de bière. Les levures de bière sont des champignons microscopiques unicellulaires capables de vivre en deux modes de vie ou en deux milieux différents, soit en milieu aérobie caractérisé par la présence de dioxygène ou en milieu anaérobie caractérisé par l'absence de dioxygène. Donc ils peuvent vivre dans les deux conditions. Les levures consomment des métabolites organiques, de préférence le glucose. Et ça, c'est pour procurer d'énergie nécessaire à leur activité, comme la croissance et la multiplication. En bref, les levures sont des champignons unicellulaires qui peuvent vivre en aérobiose, c'est-à-dire milieu avec du oxygène, ou en anaérobiose, c'est-à-dire milieu sans dioxygène. Voici une observation microscopique des levures. Et pour la mise en évidence des respirations et fermentations par Exao, je vous laisse le lien suivant dans la description pour voir comment se déroulent ces expérimentations. La réaction globale de la respiration cellulaire, c'est C6H12O6 plus 6O2 donne dans les produits 6CO2 plus 6H2O plus énergie. L'équation, on a tout d'abord le glucose plus l'oxygène va donner le dioxyde de carbone plus H2O plus l'énergie. Commençons maintenant par ajouter 6 à côté de dioxyde de carbone pour équilibrer le nombre de carbone. On va obtenir 6 carbones, c'est-à-dire 6 carbones, le carbone est équilibré dans les deux côtés de l'équation. Après, on passe à l'hydrogène. On a 12 hydrogènes. On va multiplier par 6 pour obtenir 12 hydrogènes. Maintenant, on va calculer le nombre de l'oxygène. L'oxygène, on a 6 fois O2, c'est-à-dire 12 oxygènes. Après, on a 6 plus O, 6 fois O, c'est-à-dire 6. 6 oxygène plus 12 oxygène donne 18 oxygène, 18 dioxygène. Après, on va voir dans le côté des réactifs, on a 6 fois O2, 12 dioxygène plus 6 oxygène, c'est-à-dire 12 plus 6, on a 18. Donc l'équation est équilibrée. Bon, pour l'expérience 2, on remplace la suspension des levures dans la cuve des bioréacteurs privés de dioxygène et qui contient une solution de glucose. À l'aide des sondes, on mesure l'évolution des concentrations en dioxygène et dioxyde de carbone et en éthanol dans la cuve. On note la présence de l'éthanol dans cette deuxième expérience. Le graphique 2 représente les résultats obtenus sur l'écran. Donc, pour analyser ce graphique, on remarque tout d'abord que le milieu est, on a la présence de dioxygène au début de l'expérience jusqu'à presque 200 secondes et après on a la disparition de dioxygène. C'est-à-dire on peut diviser ce graphique en deux milieux. Premier milieu, c'est-à-dire en aérobiose, la présence de dioxygène et le deuxième en anaérobiose, c'est-à-dire l'absence de l'oxygène. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ces variables? Donc, pour le dioxygène, on remarque que les levures consomment le dioxygène en aérobiose euh, dans le temps jusqu'à 200 secondes, c'est-à-dire presque 3 minutes et 20 secondes. On dit presque 3 minutes et demie.
Tandis pour que le dioxyde de carbone, on remarque qu'il y a une faible augmentation et reste à peu près constant. Et on note aussi l'absence de l'éthanol dans cette première partie des graphiques. Donc, les levures dans cette partie consomment le dioxygène, c'est pourquoi sa valeur est diminuée. Donc, pour la deuxième partie maintenant, pour la deuxième partie, lorsque le dioxygène a totalement disparu, là, on dit que les levures continuent à produire le CO2, c'est-à-dire le dioxyde de carbone. Maintenant, qui va passer de la valeur presque 10 mg par millilitre à la valeur, il va dépasser 40 mg par millilitre. Aussi, on note que l'éthanol arrive ou la dépasse la valeur 30 mg par millilitre. Donc, on dit que les levures vivent maintenant en anaérobiose, contrairement au premier cas, par fermentation. Et on sait que en aérobiose, les levures vivent par respiration cellulaire. Donc, ce qui les conduit à rejeter un déchet organique qui est l'éthanol et le CO2, le dioxyde de carbone. Donc, passons maintenant à la localisation de la respiration et la fermentation dans la cellule. Localisation de la respiration dans deux milieux, milieu 1, milieu 2. On remarque que pour le milieu 1, on a la culture des cellules de la levure dans un milieu aérobie, c'est-à-dire la présence de l'oxygène. Pour le deuxième milieu, culture des cellules de levure dans un milieu anaérobie, c'est-à-dire l'absence de l'oxygène. Donc, comme vous savez, on a la cellule composée par une membrane cytoplasmique. À l'intérieur, on a le cytoplasme et des organites cellulaires. Le liquide qui se trouve dans le cytoplasme sans les organites cellulaires, on l'appelle le hyaloplasme. Donc, si vous remarquez, quelles sont les grandes différences qui se trouvent entre le premier schéma et le deuxième schéma? Sachant que le premier schéma, caractérise le milieu oxygéné et le deuxième schéma caractérise le milieu dépourvu de l'oxygène. Donc, comme vous voyez, on a la présence de ces organites cellulaires qu'on les appelle les mitochondries. Donc, les deux levures présentent un noyau et des vacuoles. Par contre, seule la levure provenant des milieux oxygénés présente des mitochondries bien développées. La respiration et la présence des mitochondries sont liées. Donc, on dit toujours que la respiration nécessite la présence des mitochondries. La fermentation ne nécessite pas des mitochondries. Ces derniers sont des organites cellulaires impliqués dans la respiration cellulaire. Donc, la fermentation se déroule dans l'hyaloplasme. Bon, on a un tableau récapitulatif. Bon, on a un tableau récapitulatif. Bon, on a un tableau qui résume les caractéristiques de la respiration et de la fermentation. Pour la respiration, c'est un milieu aérobie. La fermentation, anaérobie. Pour la respiration, absorption de dioxygène et rejet de dioxyde de carbone. Par contre, dans la fermentation, on a le rejet de dioxyde de carbone sans absorption de dioxygène et aussi de molécules organiques, soit l'éthanol dans le cas de la fermentation alcoolique ou l'acide lactique dans le cas de la fermentation lactique. Et ça, c'est alcoolique où le rejet, on a éthanol, c'est pour le cas des levures. Pour les muscles humains, on a la production de l'acide lactique en cas de fermentation lactique au cours d'une activité musculaire. Bon, pour la respiration et la fermentation, ils sont caractérisés les deux par une étape commune, c'est la consommation et la dégradation du glucose. Mais pour la respiration, on a beaucoup d'énergie produite et pour la fermentation, on a peu d'énergie produite.
Aussi, on a dit que la respiration nécessite la présence des mitochondries et la fermentation se déroule dans l'héaloplasme. Bon, on a deux types de réactions chimiques qui permettent d'extraire l'énergie responsable des fonctionnements cellulaires. On a la respiration cellulaire et la fermentation. La différence, c'est que la respiration cellulaire est une oxydation complète de la matière organique glycose en présence de l'oxygène en milieu aérobie. Et il nécessite aussi l'intervention des mitochondries. Il produit une quantité importante d'énergie et des produits minéraux qui sont le dioxyde de carbone et H2O qui ont dépourvu de l'énergie. Pour la fermentation, c'est une oxydation incomplète, partielle, de la matière organique en absence de l'oxygène, c'est-à-dire en milieu anaérobie. Il se déroule dans l'hyaloplasme et pas dans les mitochondries. Et il produit une faible quantité d'énergie et l'autre partie de l'énergie est stockée dans les molécules organiques produites et qui contiennent encore l'énergie potentielle. Passons maintenant au devenir des glucoses dans le cellule, sachant que le glucose se dégrade dans le milieu oxygéné, dans l'hyaloplasme et passe aux organes cellulaires qu'on a vu, les mitochondries. Par contre, la fermentation, on a la dégradation du glucose qui ne nécessite plus la présence des mitochondries. Donc, il se déroule entièrement dans l'hyaloplasme. Bon, des cultures de levure sont réalisées en présence ou en absence de dioxygène dans des milieux contenant une faible quantité d'oxygène, une faible quantité de glucose, marquée au carbone 14. Des prélèvements effectués à différents temps permettent de détecter et d'identifier les molécules radioactives présentes dans les compartiments intracellulaires et extracellulaires. Le tableau ci-dessous résume le résultat obtenu. Bon, pour premier milieu, on parle de la fermentation et le deuxième milieu, on parle de la respiration cellulaire caractérisée par la présence de dioxygène. On a le milieu extracellulaire, c'est-à-dire l'extérieur de la cellule, et le milieu intracellulaire, c'est-à-dire dans le cytoplasme et précisément dans l'hyaloplasme, c'est-à-dire on sait que l'hyaloplasme contient des organes cellulaires comme le mitochondrie, le noyau et d'autres. Donc, à T0, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque qu'on a la présence de glucose radioactif dans les milieux extracellulaires des deux milieux. C'est-à-dire, le glucose, il est encore à l'extérieur de la cellule. Au temps T1, on a une diminution de glucose. Remarquez, on a deux plus. Ça, le nombre de plus signifie la quantité de molécules radioactives présentes dans le milieu. C'est-à-dire, lorsqu'on est passé de 3 plus à 2 plus, on a une diminution du glucose. Et on a l'apparition du glucose dans le milieu intracellulaire. On dit que diminution du glucose dans le milieu extracellulaire, son apparition dans le milieu intracellulaire qu'on appelle l'hyaloplasme. Le milieu intracellulaire, c'est l'hyaloplasme. Des cellules des milieux aérobies et des milieux anaérobies, c'est-à-dire là, milieu anaérobie est là, dans le milieu aérobie où on a la présence de dioxygène. Passons maintenant à T2. À T2, on a la disparition du glucose totalement et son remplacement avec les pyruvates ou l'acide pyruvique. Donc, on a l'apparition d'une forte activité ou d'une forte radioactivité liée à l'acide pyruvique dans le milieu intracellulaire, c'est-à-dire l'hyaloplasme, dans les deux milieux. Après, à T3. À T3, on a la diminution de la radioactivité des pyruvates qui est passé de 4 plus à 2 plus dans les deux milieux, on pense. Non, oui, pour les deux milieux. Après, on a l'apparition de K+ et CO2 dans le milieu oxygéné
c'est-à-dire la présence de dioxygène, c'est-à-dire là où on a que les levures pratiquent la respiration cellulaire, et on a l'apparition de E plus E, c'est-à-dire l'éthanol, et de CO2, le dioxyde de carbone. Donc, on peut dire que à T3, on a la diminution de la radioactivité liée à l'acide pyruvique dans l'hyaloplasme, c'est-à-dire dans le milieu intracellulaire. Après, qu'est-ce qu'on a? On a l'apparition d'une radioactivité liée à l'éthanol et le dioxyde de carbone dans le milieu anaérobie. Et on a l'apparition d'une radioactivité liée au dioxyde de carbone et de K+, qui signifie les acides du cycle de Krebs, dans le milieu aérobie. Donc, on peut dire que l'acide pyruvique se transforme en éthanol et CO2 dans ce cas, et il se transforme en CO2 et acide de Krebs dans ce deuxième cas, c'est-à-dire en aérobiose. Passons maintenant à T4. En milieu anaérobie, la disparition de la radioactivité. Quelle radioactivité qui est disparue là? On a la disparition de la radioactivité liée à l'acide pyruvique. Donc P est disparu dans ce cas. On a l'apparition aussi de quoi? L'apparition de l'éthanol et le CO2 dans le milieu extracellulaire. C'est-à-dire on a le rejet de l'éthanol et de dioxyde de carbone à l'extérieur de la cellule. Par contre, dans le milieu oxygéné, où on a présence de dioxygène, on a le rejet de dioxyde de carbone. Et on a la disparition aussi des pyruvates ou de l'acide pyruvique. T5, l'évacuation de toute radioactivité liée à l'éthanol ou CO2 dans le milieu extracellulaire. Ça, c'est en anaérobiose. Par contre, en aérobiose, qu'est-ce qu'on a? On a la disparition de la radioactivité liée au cycle, aux acides du cycle de Krebs et l'évacuation totale du CO2 vers le milieu extracellulaire. On peut réaliser ça. Au T0, le glucose radioactif se localise dans le milieu extracellulaire. T1, diminution du glucose dans le milieu extracellulaire et son apparition dans l'hyaloplasme des cellules du milieu aérobie et du milieu anaérobie. Les cellules utilisent donc du glucose. C'est pourquoi on a la diminution du glucose. T2, on a l'apparition des fortes radioactivités liées à l'acide pyruvique dans l'hyaloplasme, dans les deux milieux. Le glucose se transforme donc en acide pyruvique dans l'hyaloplasme. C'est la glycolyse. Donc la glycolyse, c'est la transformation de glucose en acide pyruvique. Autrement dit, c'est la dégradation du glucose et sa transformation en deux molécules d'acide pyruvique. Dans l'hyaloplasme, c'est une étape commune entre la fermentation et la respiration cellulaire. On l'appelle la glycolyse. Pour T3, on a diminution de la radioactivité liée à l'acide pyruvique dans l'hyaloplasme, liée à l'acide pyruvique dans les deux milieux. Et apparition d'une radioactivité liée à l'éthanol et le CO2 dans le milieu anaérobie, absence d'oxygène, et liée aux acides de Krebs et CO2 dans le milieu aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène. Donc, en anaérobiose, l'acide pyruvique se transforme en éthanol et CO2. Par contre, en aérobiose, l'acide pyruvique se transforme en acide de Krebs et CO2. Et ça, c'est au niveau de la mitochondrie. Par contre, en anaérobiose, cette étape se déroule au niveau de l'hyaloplasme. La dernière étape, c'est-à-dire au temps T4, en milieu anaérobie, on a disparition de la
la radioactivité liée à l'acide pyruvique dans l'hyaloplasme et l'évacuation de l'éthanol et le CO2 dans le milieu extracellulaire, c'est-à-dire le rejet de l'éthanol et le CO2 dans le milieu extracellulaire. Par contre, en milieu aérobie, la disparition de la radioactivité liée à l'acide pyruvique aussi dans l'hyaloplasme et l'évacuation du CO2 dans le milieu extracellulaire. On n'a pas l'éthanol. Donc, si on veut résumer tout ça, on parle maintenant de l'anaérobiose. C'est un milieu caractérisé par l'absence de l'oxygène où se déroule le phénomène de la fermentation. Aérobiose, c'est la présence de l'oxygène dans un milieu où se déroule le phénomène de la respiration. Donc la respiration et la fermentation ont pour le but de dégrader le glucose. Bon, le glucose, dans la première étape, se transforme en deux acides pyruviques. En anaérobiose, c'est-à-dire en absence de l'oxygène, on a comme des produits l'éthanol et le dioxyde de carbone. Et ça se déroule dans cette partie qu'on appelle l'hyaloplasme. En aérobiose, c'est-à-dire en présence de l'oxygène, tout se passe dans l'hyaloplasme en première étape et après, ça passe aux mitochondries. Donc, la mitochondrie, on a la transformation d'acide pyruvique en acide de Krebs et on a le rejet de CO2.